Le 8 mai 2025, une fumée blanche s'est élevée de la cheminée de la chapelle Sixtine, signalant l'élection d'un nouveau pape, le 267e successeur de Saint-Pierre. Le cardinal Robert Francis Prévost, un frère augustinien né aux États-Unis, est devenu le pape Léon XIV, marquant un moment historique en tant que premier Américain à diriger l'Église catholique en 2000 ans d'histoire. Son élection, à la suite du décès du pape François, le 21 avril 2025, a attiré l'attention du monde entier, non seulement pour ses implications mondiales, mais aussi pour le parcours remarquable d'un homme dont la vie transcende les continents, les cultures et les structures de l'Église. Cet article explore la vie et la carrière du pape Léon XIV, en retraçant ses origines, son éducation, son expérience missionnaire, son ascension dans les rangs ecclésiastiques et les qualités qui ont fait de lui un personnage de premier plan lors du conclave de 2025. Premières années de vie. Un natif de Chicago avec une vision globale. Robert Francis Prévost est né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans l'Illinois, une ville dynamique et multiculturelle, connue pour ses fortes racines catholiques et son profond héritage immigré. Cadet d'une famille de plusieurs enfants, les premières années de Robert Francis Prévost ont été marquées par un environnement familial très uni, profondément ancré dans la foi et la tradition culturelle. La famille Prévost était riche d'un mélange d'ancêtres français et italiens, un héritage qui a favorisé à la fois un sens de la communauté et un engagement fort envers la foi. Des valeurs qui continueront à influencer Robert tout au long de sa vie. Son père, Louis Marius Prévost, catéchiste dévoué, a servi de guide spirituel non seulement à sa propre famille, mais aussi à l'ensemble de la communauté paroissiale. La famille était profondément impliquée dans la vie paroissiale de l'église Sainte-Marie à Chicago, une paroisse avec une longue tradition de dévotion et de service. Les expériences vécues à St. Mary's laisseront une marque indélébile sur le caractère de Prévost, qui passera une grande partie de ses années de formation immergé dans les activités de l'église. Dès son plus jeune âge, Prévost s'est senti attiré par la liturgie de l'église, et son engagement dans le service a commencé lorsqu'il a été choisi comme enfant de chœur. Ce rôle lui a permis d'établir un lien étroit et personnel avec les rituels du culte catholique, ce qui a renforcé ses fondements spirituels. Son passage à l'école paroissiale locale lui a permis de se familiariser très tôt avec les enseignements de saint Augustin, une expérience qui s'est avérée déterminante pour son développement religieux. Les frères Augustins, qui ont servi à la fois d'éducateurs et de mentors spirituels, l'ont initié aux profondes traditions intellectuelles et théologiques de l'Église, ce qui a suscité chez lui une passion pour la recherche philosophique et l'étude théologique qui a duré toute sa vie. Prévost était connu de ses pairs pour sa curiosité intellectuelle naturelle, une caractéristique qui le distinguait déjà lorsqu'il était jeune étudiant. Ses succès académiques s'accompagnaient d'une capacité innée à diriger, ce qui lui valait le respect de ses camarades de classe et de ses professeurs. Ces qualités font de lui quelqu'un qui n'est pas destiné à se contenter d'études ordinaires. Il a obtenu son diplôme au Petit Séminaire des Augustins en 1973, une institution connue pour ses études rigoureuses et sa formation spirituelle. La décision de poursuivre ses études dans cet établissement était une indication claire de son désir de rechercher quelque chose de plus grand, tant sur le plan intellectuel que spirituel. Au cours de son séjour au séminaire, M. Prévost a été confronté à un choix qui allait façonner le reste de sa vie: poursuivre la prêtrise diocésaine ou entrer dans un ordre religieux. La décision n'a pas été facile à prendre, mais il a finalement été attiré par l'ordre de Saint-Augustin, OSA, captivé par l'accent mis sur la vie communautaire, la profondeur intellectuelle et la richesse de la tradition spirituelle. L'accent mis par l'OSE sur la combinaison de la contemplation et du ministère actif a trouvé un écho profond en lui, car il reflétait son propre sens de l'objectif, à savoir la recherche d'un équilibre entre une compréhension théologique approfondie et un service significatif aux autres. C'est ainsi que, conscient de sa vocation, M. Prévost s'est engagé sur la voie qui l'amènerait à dépasser les limites familières de Chicago pour se lancer dans une mission mondiale, où sa vision s'élargirait et où son leadership s'étendrait finalement à une communauté de croyants plus large et plus diversifiée. Éducation et formation. Une voie scientifique vers le leadership. Les prouesses académiques de M. Prévost se sont manifestées très tôt dans sa vie,
jetant les bases d'un parcours qui allait s'entremêler à la fois de rigueur intellectuelle et d'engagement spirituel. Son parcours académique a commencé à l'université de Villanova, une prestigieuse institution augustinienne de Pennsylvanie, où il a excellé dans ses études et obtenu une licence en mathématiques en 1977. Cette réussite n'était que le début d'un parcours remarquable qui allait le conduire à l'intersection de la foi, de la théologie et de la gouvernance de l'Église. La même année, M. Prévost a entamé son cheminement religieux en entrant au noviciat de la province augustinienne de Notre-Dame du Bon Conseil, à Saint-Louis, au Missouri. Au cours des années qui suivent, il s'engage spirituellement et prononce ses vœux solennels en 1981, consolidant ainsi sa place au sein de l'ordre des Augustins. Ce moment marque un tournant dans sa vie, puisqu'il passe de la poursuite de l'excellence académique à une vie consacrée au service de l'Église. Afin d'approfondir sa compréhension théologique et de se préparer au ministère, Prévost a poursuivi des études avancées à la Catholic Theological Union de Chicago, où il a obtenu une maîtrise en théologie. Cette base théologique lui sert de tremplin pour son prochain défi, l'étude du droit canon, un domaine qui deviendra central dans son travail ultérieur. Reconnaissant ses capacités intellectuelles et son potentiel, ses supérieurs ont jugé bon de l'envoyer à Rome, où il s'est inscrit à l'université pontificale Saint Thomas d'Aquin, Angelicum. Là, les ambitions académiques de Prévost atteignent de nouveaux sommets, puisqu'il obtient à la fois une licence et un doctorat en droit canonique. Sa thèse de doctorat, une étude minutieuse sur le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin, a révélé son vif intérêt pour les structures qui régissent les communautés religieuses et leur fonctionnement interne. Cette recherche scientifique a non seulement cimenté son expertise en droit canonique, mais a également démontré son profond engagement envers les aspects organisationnels de l'Église, un thème qui continuerait à façonner ses futurs projets. L'ordination sacerdotale du Père Prévost, le 19 juin 1982 à Rome, a été un moment déterminant dans sa vie. C'est l'archevêque Jean Jadot, alors pro-président du secrétariat du Vatican pour les non-chrétiens, qui l'a ordonné. Cette expérience a été plus qu'un simple jalon spirituel. Elle a introduit Prévost à la dimension mondiale de l'Église, élargissant ses horizons et le préparant à un avenir qui traverserait les continents, jetant des ponts entre les cultures et apportant le message de la foi catholique dans diverses parties du monde. Année missionnaire au Pérou. S'engager dans les marges. En 1985, il est affecté à la mission augustinienne de Chulucanas, au Pérou, une région reculée nichée dans le nord du désert de Piura. Le paysage sec et impitoyable était très éloigné du confort des centres urbains qu'il avait connus, mais il allait devenir un lieu de profonde transformation pour lui. Ce chapitre de sa vie s'est avéré être l'un des plus formateurs, tant sur le plan personnel que professionnel. Pendant son séjour au Pérou, qui s'est étendu de 1985 à 1998 avec un bref intermède, M. Prévost a assumé divers rôles. Il a travaillé comme prêtre de paroisse, dirigeant et nourrissant une petite congrégation dévouée. Sa vocation s'est rapidement élargie à des responsabilités plus vastes, notamment en tant que fonctionnaire diocésain, enseignant au séminaire et administrateur. Sa capacité d'adaptation et son engagement inébranlable envers sa vocation l'ont amené à assumer chacune de ses fonctions avec la même passion et le même dévouement, souvent dans des circonstances difficiles. La population du Pérou était en proie à la pauvreté, à l'inégalité et à de profondes divisions sociales. Au fur et à mesure qu'il travaillait dans la région, Prévost a commencé à se rendre compte de la complexité de ces problèmes, qu'il a affrontés avec compassion et détermination. Son expérience au Pérou l'a exposé aux besoins pastoraux uniques des communautés marginalisées, lui apprenant que la mission de l'Église allait au-delà de la chair. Il s'agissait aussi de lutter pour la justice et l'égalité pour les pauvres. L'immersion de M. Prévost dans la culture et les luttes du peuple l'a amené à prendre une décision importante en 1993. Il a été naturalisé péruvien. Cette décision symbolise clairement son engagement à long terme envers le pays et son peuple. Sa nouvelle nationalité reflétait son lien profond avec la communauté qu'il avait servie pendant près d'une décennie. Parlant couramment l'espagnol et connaissant bien les cultures riches et diverses de l'Amérique latine, M. Prévost a comblé le fossé entre ses racines européennes et les traditions vivantes du Pérou. Son aisance culturelle est devenue une force qui lui a été utile au cours des années suivantes.
en particulier lorsque sa réputation au Vatican s'est accrue. Outre ses fonctions pastorales, M. Prévost a été confronté aux réalités complexes et souvent douloureuses des efforts déployés par l'Église pour lutter contre les abus sexuels commis par des membres du clergé au Pérou. Il a adopté une position proactive sur la question, devenant le premier président de la Commission épiscopale pour la protection des mineurs et des adultes vulnérables en 1998. À ce titre, il a organisé de nombreuses réunions avec les victimes, dans le but d'écouter leurs histoires, de comprendre leurs douleurs et de leur offrir un soutien. Ces efforts s'inscrivaient dans le cadre d'une initiative plus large au sein de l'Église visant à répondre plus efficacement à la vague croissante d'allégations. L'une des affaires les plus notables et les plus controversées concerne le Sodalicium Christianae Vitae, une communauté religieuse du Pérou, qui a fait l'objet d'un scandale à la suite d'allégations d'abus sexuels. L'implication de M. Prévost dans le traitement de ces allégations a été à la fois saluée et critiquée. Certains l'ont loué pour son engagement en faveur de la responsabilité et de la justice, prônant la transparence et une réponse sincère aux victimes. Cependant, tous n'ont pas vu ses efforts du même œil. Son rôle dans ces efforts est devenu un point de discorde, en particulier lorsque, en 2025, des rapports ont fait surface au sujet d'un règlement impliquant un prêtre du diocèse de Chiclayo, où Prévost avait plus tard été évêque. Le diocèse avait payé 150 000 $ pour régler les allégations, jetant une ombre sur le travail antérieur de Prévost. Les partisans de M. Prévost ont rejeté avec véhémence ces allégations, affirmant qu'elles étaient trompeuses et sorties de leur contexte. Ils ont souligné son engagement inébranlable à garantir une procédure régulière et la responsabilité de toutes les personnes impliquées. Malgré la controverse, le travail de M. Prévost au Pérou a jeté les bases de ses futures fonctions de dirigeant. Et les expériences de ces années ont façonné son approche des complexités de la gouvernance de l'Église et des soins pastoraux dans les années à venir. Le leadership dans l'ordre augustinien, une perspective globale. En 1999, Prévost retourne aux États-Unis, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa carrière ecclésiastique. Il a assumé le rôle de provincial de la province augustinienne de Chicago, un poste important qui lui a permis de diriger et de guider l'une des communautés augustiniennes les plus importantes du pays. Cette fonction exigeait à la fois une sensibilité pastorale et un sens aigu de l'organisation, car il était chargé de superviser un large éventail de missions, d'établissements d'enseignement et de programmes de sensibilisation. 2 ans plus tard, en 2001, le leadership et la réputation de M. Prévost se sont étendus au-delà de la province de Chicago lorsqu'il a été élu prieur général de l'ensemble de l'ordre de Saint-Augustin, poste qu'il a occupé pendant 2 mandats jusqu'en 2013. En tant que prieur général, l'influence de M. Prévost s'est étendue à l'échelle mondiale. Il est chargé de superviser des communautés augustiniennes réparties sur plusieurs continents, dont l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine. Les exigences de ce rôle étaient immenses, l'obligeant à naviguer dans les complexités de différentes cultures, histoires et environnements ecclésiastiques, tout en maintenant l'unité spirituelle et administrative de l'ordre. La capacité de Prévost à gérer une telle diversité lui a valu une réputation de rassembleur. Ses voyages l'ont conduit dans de nombreuses régions du monde, où il s'est efforcé de renforcer les liens au sein de l'ordre des Augustins, en veillant à ce que les communautés, où qu'elles se trouvent, soient en phase avec leur mission et leur engagement au service de la société. Son style de leadership était marqué par un profond respect des traditions locales, ce qui lui permettait de s'engager avec différentes cultures de manière à favoriser la collaboration et la compréhension. Cependant, son mandat de provincial et de prieur général n'a pas été sans difficulté. Pendant son mandat à Chicago, Prévost a dû faire face à des critiques importantes pour sa gestion d'un cas d'abus sexuel impliquant le père Richard Magras, un prêtre augustinien qui a été plus tard reconnu coupable d'abus. Les actes du père Magras et le traitement ultérieur de l'affaire allaient devenir un sujet de discorde et d'examen. Les critiques, y compris des groupes de défense comme le Survivor Network of Those Abused by Priests, SNAP, ont affirmé que M. Prévost n'avait pas agi de manière suffisamment rapide ou décisive pour répondre aux allégations. Ils ont souligné ce qu'ils ont perçu comme une incapacité à prendre des mesures énergiques lorsque les abus ont été révélés pour la première fois. En revanche, les défenseurs de M. Prévost ont soutenu qu'il avait suivi les protocoles en vigueur à l'époque. Selon eux, les politiques et les procédures relatives aux cas d'abus sexuels étaient moins développées à l'époque.
et Prévost avait agi conformément aux normes en vigueur à ce moment-là. Ce débat, cependant, continuera à faire surface au fur et à mesure de la progression de sa carrière. Bien que Prévost ait sans aucun doute fait des efforts pour résoudre les problèmes d'abus dans l'Église, l'affaire McGrath est restée un chapitre douloureux de son histoire de dirigeant, jetant une ombre sur son mandat par ailleurs fructueux dans l'ordre. Malgré ces défis, le leadership de Prévost au cours de ces années a laissé un impact durable sur l'ordre des Augustins. On lui attribue le mérite d'avoir guidé l'ordre à travers des périodes turbulentes, tout en restant attaché à sa mission spirituelle et à son rayonnement mondial. Son mandat a été marqué non seulement par des succès administratifs, mais aussi par un engagement inébranlable envers les valeurs de service, d'humilité et de recherche de la justice au sein de l'Église. Ministère épiscopalien, l'ascension sociale. En 2014, M. Prévost a été nommé administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, au Pérou. Un moment charnière qui a marqué son retour à un rôle de leadership dans le pays qu'il avait si fidèlement servi. Cette nomination ne s'est pas faite sans difficulté. Chiclayo, ville côtière du nord du Pérou, était connue pour la diversité et la croissance de sa population, avec un mélange important de communautés urbaines et rurales. C'est dans ce contexte que M. Prévost a été appelé à diriger, et son mandat sera bientôt défini par un engagement en faveur de la synodalité, un thème clé qui prenait racine dans l'ensemble de l'Église catholique à l'époque. La synodalité, pratique qui consiste à promouvoir la consultation, la collaboration et la prise de décision partagée au sein de l'Église, est devenue un élément central du leadership de M. Prévost. Il a travaillé sans relâche pour impliquer le clergé, les communautés religieuses et les laïcs dans les processus de prise de décision qui ont façonné la vie du diocèse. Cette approche était conforme à la vision plus large énoncée par le pape François, qui a souligné la nécessité d'une Église plus inclusive et participative. Prévost a cherché à créer des espaces de dialogue ouverts, permettant aux fidèles de contribuer à l'orientation de leur communauté. Ces efforts pour faire participer les laïcs à la gouvernance de l'Église ont été particulièrement remarqués. Dans une région où l'Église était traditionnellement dirigée par le clergé, les initiatives de M. Prévost ont été considérées comme novatrices. Il a encouragé l'implication des laïcs dans des rôles clés, favorisant un sentiment d'appropriation et de responsabilité parmi les fidèles. Cette approche a non seulement permis d'approfondir le lien entre l'Église et la population, mais elle a également servi de modèle à d'autres diocèses désireux de s'engager plus pleinement auprès de leur congrégation. En 2015, Prévost a été consacré évêque de Chiclayo, un événement qui a consolidé son leadership dans la région. Sa consécration a été perçue comme une progression naturelle dans sa carrière ecclésiastique, qui s'est accompagnée d'un sens accru de la responsabilité pour le bien-être spirituel de son diocèse. En tant qu'évêque, il a continué à mettre l'accent sur la justice sociale, l'équité économique et les soins pastoraux, tout en veillant à ce que les politiques du diocèse reflètent sa vision d'une Église plus inclusive et collaborative. L'influence de M. Prévost au Pérou s'est accrue, tout comme sa reconnaissance au sein de la communauté catholique au sens large. En 2019, il a été élu président de la Commission pour l'éducation et la culture de la Conférence épiscopale péruvienne, où il a joué un rôle essentiel dans l'orientation des initiatives éducatives et culturelles au sein des institutions catholiques du pays. L'importance qu'il accorde à l'intégration de l'éducation et de la foi a permis de renforcer les relations de l'Église avec les communautés locales et de favoriser un environnement dans lequel les valeurs religieuses et culturelles peuvent coexister en harmonie. Le leadership de M. Prévost dans ces domaines a été complété par son engagement auprès de Caritas Pérou, une organisation humanitaire qui se consacre aux pauvres et aux personnes vulnérables. Dans le cadre de son travail avec Caritas, M. Prévost a défendu des initiatives de justice sociale en se concentrant sur la réduction de la pauvreté, les soins de santé et l'accès à l'éducation. Son plaidoyer en faveur des personnes marginalisées a démontré son engagement inébranlable envers les principes de charité et de responsabilité sociale, qui étaient au cœur de sa mission ecclésiastique. Son influence croissante au sein de l'Église n'est pas passée inaperçue et en 2019, M. Prévost a été nommé à la Congrégation pour le clergé, l'un des bureaux les plus influents du Vatican. Ce poste le place au cœur des efforts mondiaux de l'Église en matière de formation du clergé, de discipline et de soins pastoraux. Un an plus tard, en 2020, il a été nommé à la Congrégation pour les évêques,
une fonction prestigieuse chargée de conseiller le pape sur la nomination des évêques dans le monde. Ces nominations ont fait de Prévost une figure montante du leadership catholique mondial, dont la vision de l'Église façonne de plus en plus son orientation sur la scène internationale. Sa stature croissante au sein du Vatican est intervenue à un moment où l'Église faisait l'objet de réformes importantes, en particulier sous la direction du pape François. Les nominations de Prévost reflètent la confiance placée en lui pour contribuer à la transformation en cours de l'Église, en veillant à ce que son leadership reste ancré dans les principes de justice, de transparence et d'inclusivité. Vatican Leadership, préfet du dicaster pour les évêques. En janvier 2023, le pape François a nommé M. Prévost préfet du dicaster pour les évêques, l'un des départements les plus influents du Vatican, chargé de sélectionner les évêques dans le monde entier. Il a également été nommé président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Durant son mandat, M. Prévost était connu pour donner la priorité aux candidats qui reflétaient les valeurs pastorales du pape François, l'humilité, le service aux pauvres et une approche pratique du ministère. Il a souvent été décrit comme un leader discret et efficace, connu pour sa capacité à écouter et à synthétiser des informations complexes. Un évêque français a fait remarquer qu'il posait des questions judicieuses et qu'il avait un talent de discernement. En septembre 2023, il est élevé au rang de cardinal diacre de Santa Monica des Augustins et, en février 2025, il devient cardinal-évêque du diocèse suburbicaire d'Albano, deux signes de la confiance croissante du pape François. Néanmoins, son bilan a continué à faire l'objet d'un examen minutieux, en particulier de la part de ceux qui s'intéressent à la manière dont l'Église traite les cas d'abus. Certains ont fait valoir que le prochain pape devrait avoir un dossier sans tache sur cette question. Malgré cela, nombreux sont ceux qui, au sein de l'Église, considèrent que le mélange d'expérience globale, de compétences administratives et de leadership mesuré de M. Prévost est un atout dans un paysage religieux en pleine mutation. Le conclave de 2025, une élection historique. Après la mort du pape François, le conclave de 2025 est devenu l'une des élections papales les plus suivies de l'histoire récente. Avec 133 cardinaux âgés de moins de 80 ans ayant le droit de vote, l'attente était grande. Parmi les principaux papabiles, l'évêque Robert Prévost s'est distingué par son profil. Américain de naissance, Prévost apportait avec lui des décennies d'expérience internationale, dont un travail pastoral au Pérou et un service de haut niveau au sein de la curie romaine. Il était considéré comme un modéré, capable de combler le fossé croissant entre les factions progressistes et conservatrices au sein de l'Église. La candidature de M. Prévost s'est imposée comme une alternative crédible au cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. L'homélie peu inspirée de Parolin pendant la période pré-conclave avait suscité des inquiétudes quant à son charisme et à sa capacité à inspirer. En revanche, les partisans de M. Prévost, dont des personnalités influentes comme le cardinal Oscar Maradiaga, ont mis l'accent sur son sens de l'administration, sa vision tournée vers l'avenir et son alignement sur l'attention portée par François aux pauvres et aux marginalisés. Bien que la nationalité américaine de Prévost ait pu être considérée comme un handicap géopolitique, en 2025, elle n'était plus un problème. Avec moins de la moitié des cardinaux électeurs originaires d'Europe et près de 80% d'entre eux nommés par le pape François, le collège des cardinaux était davantage préoccupé par le leadership spirituel que par la géographie. Le long mandat de Prévost en Amérique latine et sa citoyenneté péruvienne l'ont éloigné de l'image du pape superpuissant, le présentant plutôt comme un homme d'église véritablement mondial. Le 8 mai 2025, après un nombre indéterminé de tours de scrutin, Prévost est élu pape. Il choisit le nom de Léon XIV, en l'honneur du pape Léon XIII, 1878 à 1903. Connu pour son héritage intellectuel et ses encycliques sociales révolutionnaires, telles que Rerum Novarum. Ce nom évoquait également l'héritage d'autres papes nommés Léon, comme Léon X, pontife de la Renaissance associé à l'humanisme, et Léon XI, dont on se souvient pour son règne bref mais réformateur. Le pape Léon XIV, vision et défi. En tant que pape Léon XIV, Prévost hérite d'une église à un moment charnière de l'histoire. Le catholicisme est confronté à des défis majeurs, la baisse du nombre d'adhérents en Occident, la montée des idéologies séculières
et la polarisation interne sur des questions telles que l'ordination des femmes, la bénédiction des personnes de même sexe et la messe traditionnelle en latin. S'inspirant de sa spiritualité augustinienne, qui met l'accent sur l'unité et le discernement communautaire, Léon XIV cherche à faire face à ces tensions par le dialogue et la synodalité. Son pontificat s'inscrit dans la continuité des priorités de François: la justice sociale, la protection de l'environnement et la défense des personnes marginalisées. Son expérience de missionnaire et sa maîtrise de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien lui permettent de nouer des liens étroits avec les communautés catholiques des pays du Sud, qui connaissent une croissance rapide. Cependant, le silence relatif de Léon XIV sur les débats moraux controversés, tels que l'homosexualité et l'idéologie du genre, laisse des questions ouvertes. L'Église restant divisée, il pourrait être contraint d'adopter une position plus claire afin d'unifier ces voix divergentes. La crise des abus commis par des membres du clergé continue également de jeter une ombre sur lui. Si son séjour au Pérou et son rôle au sein du dicaster pour les évêques lui ont permis de se familiariser directement avec les questions de protection, les controverses du passé risquent de refaire surface. Ses partisans affirment que son engagement en faveur de la transparence et de la défense des victimes façonnera les réformes futures, mais nombreux sont ceux qui jugeront son pontificat à l'aune de son action décisive sur ces questions. Une touche personnelle, l'homme derrière la papauté. Malgré la grandeur de sa fonction, le pape Léon XIV est connu pour son humilité et sa chaleur. Joueur de tennis amateur depuis toujours, il a un jour plaisanté sur sa frustration face à l'emploi du temps chargé de Rome, qui lui laissait peu de temps pour jouer. Sa profonde affection pour la culture péruvienne, en particulier pour sa cuisine et sa musique, témoigne de sa capacité à établir des liens humains. Ceux qui le connaissent décrivent un dirigeant qui écoute plus qu'il ne parle, qui privilégie le consensus plutôt que le commandement. Ces traits de caractère devraient lui être utiles pour guider l'Église mondiale dans une période d'incertitude. Sa devise papale, « Dans le Christ unique, nous sommes un », reflète son désir d'une Église unie dans sa diversité, une vision fondée sur la théologie augustinienne et l'expérience pratique. En montant sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV portait non seulement les espoirs de 1,4 milliard de catholiques, mais aussi la responsabilité d'un pontificat sans précédent. Le premier pape américain, façonné par le cran de Chicago, le cœur péruvien et la sagesse romaine. Le parcours du pape Léon XIV, d'une paroisse de Chicago au trône de Saint-Pierre, est une histoire de résilience, de foi et de vision globale. Son éducation, son service missionnaire et son leadership au sein du Vatican l'ont préparé à faire face aux exigences complexes du catholicisme du XXIe siècle. Alors qu'il conduit l'Église vers un nouveau chapitre, son chemin, enraciné dans le service, façonné par les défis et guidé par la synodalité, offre une vision convaincante de l'espoir et du renouveau.